Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amis sportifs, bonsoir. Le Club des Sports reprend après le break dû au Ramadan. On va commencer ce soir avec un panel d'experts un peu réduit. Mais la semaine prochaine, Inch'Allah, on retrouvera toute l'équipe du Club des Sports. Il y a eu quelques empêchements de dernière minute, dû parfois à des raisons professionnelles. Mais Aruna Dem et El Hadj Thierno Dramé sont là pour décortiquer ces deux thèmes-là. Aruna, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Ça faisait un bail là. Oui, on est heureux de retrouver les téléspectateurs du Club des Sports. Ouais. À ma gauche, El Hadj Thierno Dramé, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. El Hadj Thierno Dramé avec un nouveau look, hein. Un look tendance. Un look tendance. Ah, on va le dire comme ça. Notre premier thème va porter sur le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, avec l'avènement du nouveau régime. Il y a un tout nouveau ministre des Sports, un tout nouveau ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, un cadre de ce département qui a été promu à ce poste. Et ce soir, on va parler des attentes, des chantiers au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Aruna, on va commencer par vous. Quelles sont les attentes du monde sportif? Quelles peuvent être les attentes du monde sportif avec la nomination de Khady Diène Gaye à la tête du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture? Disons que, étant à l'ère de la rupture, c'est justement la première priorité de mon point de vue sera de rompre avec ce qu'elle faisait en matière de gestion des fédérations sportives, en matière de gestion. Si je dis gestion, je parle de gestion financière, parce qu'on a un souci de cadre juridique dans le sport sénégalais depuis quand même une bonne quinzaine d'années. On en parle, mais aucun acte concret n'a été posé. Des esquisses de faire un nouveau code des sports ont été déclinés. Malheureusement, on n'a pas été au bout de la logique qui voudrait que ce code-là, qui depuis 2014 a été validé et remis au Premier ministre de l'époque, Mme Aminata Touré, puisse voir enfin le jour pour régir le sport sénégalais qui a besoin d'évoluer, qui a besoin d'aller vers un palier supérieur, parce que les règles qui s'appliquent au sport sénégalais, qui est professionnel parfois, semi-professionnel, dans beaucoup de disciplines, sont les règles du sport amateur. Malheureusement, ça ne permet pas aux pratiquants de pouvoir se retrouver, ça ne permet pas à l'État d'avoir les ressources financières pour faire avancer les disciplines sportives, ça ne permet pas non plus aux fédérations de pouvoir travailler. Chacun y va avec ses statuts standards ou ses textes qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est un problème pour le sport sénégalais. Je pense que la première attente du monde du sport sénégalais, c'est justement une correction pour qu'on ait un cadre législatif qui corresponde à l'évolution du sport international et du monde d'aujourd'hui. On a des textes qui régissent notre sport qui datent de 1984, autant dire d'une autre époque. Ouais, ça fait 40 ans. 40 ans, toute une vie pour ainsi dire. Et au-delà de ces textes-là, il y a le sport de haut niveau, le sport de performance qui devrait être boosté. Et on a aussi le volet infrastructure. Je pense que ça doit être une attente forte du monde du sport sénégalais par rapport aux infrastructures sportives. On voit que des efforts ont été faits ces dernières années, mais il y a toujours des disciplines qui sont laissées en rade. Aujourd'hui, les arts martiaux, par exemple, n'ont plus droit à la cité, droit à la parole, comme on peut dire, puisque les rares infrastructures sportives qui leur restaient sont parfois rasées. On a vu le dojo national disparaître. Et donc, peut-être c'est un des arts martiaux de ce pays-là qui est en train d'être en quelque sorte abattu. Il y a d'autres disciplines sportives qui cherchent à trouver un peu leur chemin et qui n'y arrivent pas. Et je pense qu'avec ce nouveau gouvernement, ce nouveau pouvoir qui arrive, peut-être qu'il y a des évolutions à noter à ce niveau-là. Étant donné que Mme Gaye, qui a été Premier ministre des Sports, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, est quand même, on disait homme du sérail, une femme du sérail, peut-être que l'évolution attendue arrivera et que les attentes du monde sportif seront en fait comblées. Et on espère qu'elle ne sera pas, parce qu'il faut bien le dire, en général, le ministère des Sports, on a tendance à le résumer au football, et qu'elle ne sera pas. Beaucoup de ministres ont dit on ne sera pas un ministre du football. Ils ont fini par devenir des ministres présidents de fédération de football, parce qu'ils se substituaient ou ils étaient tout le temps collés au football, oubliant les autres disciplines.
ceux qui s'en sortent aujourd'hui, on ne peut pas citer plus de 5 disciplines dans ce pays-là qui se retrouvent dans ce que l'État fait en faveur du monde du sport. Et il y a une grosse rupture à opérer à ce niveau-là pour que toutes les disciplines, certes, elles n'ont pas la même dignité, le mot est un peu fort, en termes de notoriété sportive, en termes de popularité, mais toutes les disciplines se valent quelque part. Il faut une réforme aussi, je pense, pour réduire le nombre de fédérations qu'on a dans ce pays-là. Et pour faire cela, il faut que le ministère des Sports on a fasse plus de preuve 50 fédérations. Oui, dans un pays comme le Sénégal, donc, où il n'y a que 23 disciplines sportives qui participent au JO, et on veut qu'on ait 3 fois plus de fédérations que ce nombre-là. Pourquoi faire? Il y a certaines disciplines qui doivent pouvoir fusionner, d'autres qui doivent pouvoir être absorbées par d'autres fédérations sportives pour être prises en compte. Et je pense que c'est autant de chantiers qui attendent le nouveau ministre des Sports. Moi, je me réjouis particulièrement, peut-être qu'en collant la culture, je n'ai pas trop aimé, mais je pense que on reviendra sur ça. Réconcilier la jeunesse et le sport, c'est une bonne démarche de mon point de vue, d'autant plus que c'est les jeunes qui, en général, pratiquent le sport. Le sport d'élite, le sport de haut niveau, quand on en parle, c'est les jeunes d'abord. Le sport de masse dans tous les coins de quartier du pays, c'est les jeunes. Donc, remettre ces deux ministères-là ensemble, je pense que c'est de bon augure par rapport à une projection sur le développement de ce sport-là. Mais il faut des moyens que ce ministère-là n'a pas. Je ne pense pas qu'il va hériter d'un des plus gros budgets du gouvernement. Et donc, quelque part, il faut trouver le bon canevas pour que ce ministère-là puisse avoir les ressources additionnelles nécessaires au niveau des fédérations qui sont sous sa coupe pour que ces fédérations puissent développer les différentes disciplines qui sont à leur charge. On va préciser que Khady Gaye est un cadre du ministère, on l'a dit tout à l'heure. C'est la première femme ministre des Sports au Sénégal. Elle est aussi juriste. Elle est passée par l'université Gaston Berger de Saint-Louis, inspectrice de la jeunesse et des sports. Elle a été l'inspectrice régionale des sports de Kaolack avant sa nomination à la tête du département. Thierno, vos attentes en tant que journaliste, en tant qu'observateur, après la nomination de Khady Gaye à la tête du département des sports? Alors, moi, c'est d'abord qu'on ne considère plus le sport comme un loisir et que ça ne se limite pas à des déclarations d'intention, que ce soit quelque chose d'effectif, de considérer le sport comme une industrie, de le voir comme un moyen de développement économique, social, parce qu'en réalité, c'est ce qu'est devenu le sport aujourd'hui. Vous allez partout dans le monde, aujourd'hui les grandes puissances s'expriment à travers le sport. On a vu ce que l'Arabie Saoudite est en train de faire, c'est le meilleur exemple possible. Aujourd'hui, c'est un pays qui était connu comme étant la capitale de la religion des musulmans du monde. Aujourd'hui, elle veut s'affirmer autrement et c'est à travers le sport que l'Arabie Saoudite est en train de le faire. Et donc, c'est dire qu'aujourd'hui, il n'est plus question de loisir uniquement. Le sport est devenu un métier, le sport est devenu un ascenseur social et donc le sport mérite une véritable politique qui va lui permettre justement de mettre les bases. Parce que le ministère ne peut pas tout faire. Mais le ministère peut réformer, comme l'a dit Arona, le ministère peut revoir les textes, le ministère peut orienter, le ministère peut aider à trouver des moyens. Parce que le budget du ministère des Sports ne peut pas régler les problèmes des 50 et quelques fédérations. Et encore, on parle de 50 et quelques fédérations. Il y a aussi les comités de normalisation, les comités de gestion. Ce qui veut dire que peut-être que le chiffre est sous-estimé. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'abord avoir un bon budget. C'est extrêmement important. Une répartition équitable selon les besoins des différentes fédérations. Aujourd'hui, par exemple, si on est en situation, si on se met en situation d'urgence, on sait qu'on a quelques athlètes qui sont qualifiés pour les JO, mais qui attendent encore d'être soutenus financièrement pour pouvoir peaufiner leur préparation. Donc ça, déjà, ça devait être une question qui devait être réglée dès le départ. On attend toujours. Sinon, maintenant, on peut avoir de l'espoir, parce que comme vous l'avez dit, Mme Khady Gaye est une femme du Sérail. Elle a énuméré 17 points prioritaires. Et le tout premier point, justement, c'était l'adoption du code du sport. Donc là, déjà, c'est important. Après, comme on a dit, depuis lors, souvent les gens viennent, souvent font la déclaration, souvent disent qu'ils vont le faire, mais en fin de compte, il n'y a rien.
Bon, l'ancien régime, en sortant, nous a quand même installé l'Office national de gestion qui figure aussi parmi les 17 points qu'elle a limités, c'était pas les mêmes termes, mais au moins ça, c'est des questions qui sont en passe d'être réglées. Mais là où elle est vraiment attendue, c'est cette question de l'adoption du Code du sport, certaines réformes au niveau de certaines fédérations, mais aussi de continuer la politique de construction d'infrastructures sportives. Parce qu'on n'en a pas assez. C'est vrai qu'il y en a 2, 3 ça et là, mais on est très loin du compte. Si on va avoir une véritable politique sportive, faire du sport de haut niveau, faire du sport de façon professionnelle, on est très, très, très loin du compte. Et je peux donner par exemple l'exemple du football aujourd'hui. On joue un championnat régulier. La fédération et la ligue ont fait de véritables efforts là-dessus. Mais ça se joue où? Dans quel stade? Déjà qu'on se souvient, on a discuté un peu du fait qu'on retire la possibilité aux académies de jouer dans leur stade, alors même qu'on n'a pas assez de stades. Aujourd'hui, Demba Diop n'est toujours pas fonctionnel. Léopold Sédar Senghor, pareil. Bientôt, ce sera Iba Mar, qui est d'ailleurs fermé, je pense. Et ça, toutes ces trois infrastructures-là sont limitées à Dakar. Et les régions, la politique d'équité territoriale exige que dans les régions aussi, qu'on ait des infrastructures de qualité. De qualité. De qualité, effectivement. D'autant plus que, bon, on est le Sénégal, on a l'ambition, le nouveau régime ne l'a pas dit, mais on a l'ambition, on en rêve en tout cas de voir le Sénégal organiser une CAN d'ici quelques années. Et ça, la première condition, c'est d'avoir de bons stades. Et on ne va pas concentrer tous nos stades à Dakar. Donc il y a beaucoup de choses à faire, parce que le sport, c'est un très, très gros chantier. Aujourd'hui, en général, on a cette fausse idée que ça marche parce que l'équipe nationale de football gagne à des trophées. Alors qu'en fin de compte, entre l'équipe nationale, et là je ne parle que du football, entre l'équipe nationale et notre championnat local, il y a un fossé. En 2022, on a tout gagné, c'est bien. Mais derrière, c'est le désert. Où sont nos clubs en Ligue des champions africaine? Où sont nos clubs en Coupe de la Confédération? Nulle part, on ne les voit nulle part. Le niveau de notre championnat, il est très discutable, même si on a de bons cadres. Mais le travail à la base, le sport à l'école, elle en a parlé. Et ça aussi, c'est un gros problème. Vous prenez un enseignant, un maître d'EPS, qui, quasiment dans son école, est le plus diplômé, parce que c'est Bac+6 pour être maître d'EPS. Mais au meilleur des cas, il a 5 heures de cours par semaine. 5-6 heures de cours avec 2-3 classes et le sport n'est même pas une priorité. Alors que la détection... Qui se font sur du sable. Exact, qui se font sur du sable. Parce que aussi aujourd'hui, maintenant, dans votre maison de 150 mètres carrés, vous pouvez créer une école. Et ça aussi, c'est des problèmes. Et si vous n'avez pas des écoles comme ça se faisait avant, regardez Delafosse, regardez Lamine Gueye, regardez Blaise Diagne, c'est de grandes écoles. On y retrouve des terrains de football, des terrains de basket, ce qui favorise la pratique du sport. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui... On fait des établissements scolaires sans aire de jeu. Sans aire de jeu. Ça fait aussi partie des 17 chantiers. Peut-être qu'on va entrer un peu en profondeur dans ces 17 chantiers que le ministre des Sports a annoncé lors de sa passation de service. Il y a l'adoption du Code du sport, l'effectivité et la revalorisation de l'éducation physique dans tous les cycles d'enseignement, la redynamisation du sport scolaire, l'accompagnement des collectivités territoriales dans l'aménagement d'installations sportives de proximité, accompagnement du processus de mise en place d'une mutuelle pour les sportifs pendant et après leur carrière, élaboration d'un plan de reconversion des sportifs avec un statut du sportif de haut niveau, accompagnement de nos clubs sur le chemin de la professionnalisation, mise en place d'un cadre pour une gestion formelle et optimisée des infrastructures sportives, promotion de mesures incitatives pour attirer le financement privé dans le sport, promotion du tourisme sportif, mise en place d'un fonds national de développement du sport. C'est en vrac, je n'ai pas cité les 17, mais en gros, c'est ça. On peut dire que c'est une feuille de route cohérente et réalisable, si les moyens suivent. C'est le nerf de la guerre, en fait. La réalité, c'est que c'est très ambitieux, ce qu'elle a décliné. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que le budget du ministère des Sports pour l'année 2024 s'élève à plus de 42 milliards de francs CFA.
Mais là, si vous prenez les 42 milliards, plus de la moitié, quand vous rentrez dedans, vous constaterez que c'est des charges administratives. Ce qu'on appelle les charges de personnel. Donc, pour payer des salaires, en quelque sorte. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est très en deçà des ambitions que le Sénégal se fixe en matière de sport. Maintenant, c'est une feuille de route très ambitieuse. Il a parlé du fonds de développement du sport. C'est un bon projet. C'est comme, à titre personnel, par exemple, on a donné l'Office national de gestion des infrastructures sportives. Mais de mon point de vue, il aurait fallu créer une agence tout simplement parce qu'elle aurait plus de capacité de mobiliser des ressources financières, plus de moyens financiers pour construire des infrastructures et entretenir ce qui existe. Mais avec un office, c'est comme une direction. C'est comme si on avait juste transformé le nom de la direction des infrastructures. Cet office-là n'aura pas toutes les armes, tous les moyens financiers nécessaires parce qu'il sera limité en matière de gestion financière. Et je l'ai dit, si on avait créé une agence, on se serait retrouvé avec ce qui a été fait dans les investissements avec la PIX, ce qui a été fait dans le domaine des routes avec AGERoutes, qui aujourd'hui est capable de mobiliser des milliards pour faire des routes. Donc on aurait pu avoir une agence qui serait elle aussi capable d'aller chercher 100 milliards chaque année pour faire des stades, pour faire des plateaux dans les quartiers, des plateaux multifonctionnels, pour faire des aires de jeu dans les établissements scolaires. Parce que le problème de la mort, elle annonce la relance du sport scolaire. Pour relancer le sport scolaire, il faut d'abord des aires de jeu dans les établissements scolaires. Nous tous, quand on était plus jeunes, dans les établissements scolaires où on est passé, l'école était structurée de sorte qu'au milieu, tu pouvais aménager 2 terrains de sport. Ouais. Je ne parle pas que de football. On a pratiqué énormément de disciplines. Basket, ouais. Au lycée Lamine Gueye, nous, quand on y était, on faisait du basket, du football, du handball, du volleyball. Ouais. Obligatoirement, c'est minimum 3 disciplines sportives. Minimum. Et les collectivités territoriales on l'a joué dans... Mais là, aller dans les établissements scolaires du primaire, avant, dans les écoles primaires, vous avez des terrains de jeu. Aujourd'hui, vous rentrez dans un établissement scolaire. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut faire du sport, on sort de l'établissement, on va dans le terrain, dans le quartier, on cherche le terrain de foot du quartier ou quelque part un espace assez ouvert où on peut faire l'éducation physique. On ne peut pas développer le sport scolaire dans de telles conditions. Les compétitions de l'IASI ont été tuées par une guerre entre le ministère de l'Éducation et le ministère des Sports au début des années 2000. Chaque ministère voulait prendre la main sur le contrôle. Les enseignants d'éducation physique sont au ministère des Sports, mais employés par le ministère de l'Éducation. Ils n'ont pas le même statut que tous les autres enseignants des écoles scolaires. Et on en est arrivé à des querelles de statut qui ont fini par tuer. Aujourd'hui, on a réformé. On a créé le sport, la Fédération du sport universitaire, la Fédération du sport scolaire. 3 fédérations, en fait, qui gèrent chacun un palier de ce sport-là. Le primaire, le secondaire et l'universitaire. Depuis des années, ça a été mis en place, ces réformes-là. Mais dans la pratique, on ne voit rien du tout. Parce que même dans les lycées ou les universités, vous avez du mal à trouver ces infrastructures sportives qui vous permettent de... C'est l'intrant numéro 1 après le pratiquant. La première condition, c'est d'avoir des enfants qui sont là, qui sont prêts à faire du sport. Mais la première condition pour que ce sport-là puisse être pratiqué, c'est d'avoir des espaces de jeu, des terrains et des infrastructures de qualité. Le basket s'est développé dans beaucoup de quartiers de Dakar parce qu'il y avait des terrains de basket. Vous allez à la SICAP, c'était la même chose. Il y avait énormément de terrains de basket et les jeunes pouvaient pratiquer. Aujourd'hui, allez dans nos quartiers, vous ne trouverez pas une aire où les jeunes peuvent s'exprimer valablement. Il y a des terrains de football, des terrains vagues où les gens font ce qu'ils peuvent pour essayer d'encadrer les enfants, les aider. Parce que le sport au niveau de l'école est quasiment inexistant. C'est 1 heure ou 2 heures d'activité physique sportive dans la semaine. Et le premier berceau du sport, c'est l'école. C'est l'école. On se trouve tous des phases nationales. L'enfant apprend à faire du football, les phases nationales de l'EACI, la semaine nationale de la jeunesse, c'était de très grands moments où on sortait des talents. Ouais. Il y a beaucoup de sportifs sénégalais de haut niveau qui ont fait carrière, qui sont passés par la semaine nationale de la jeunesse. Ouais. On nous reparle toujours de Mbaye Fall et autres qui sont sortis de ce monde-là. De Joseph Koto qui sont sortis de ce monde-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait comme travail à la base? Et c'est ça, moi, m'amène à cette question des moyens. C'est ambitieux, mais si vous n'avez pas les ressources financières et les ressources humaines pour encadrer ces jeunes-là, vous n'avancerez pas.
Et aujourd'hui, où sont les professeurs d'éducation physique? Il y a combien de sortants de l'INSEPS ou du SNEPS qui ont fait ici même des grèves de la faim pour demander à être recrutés pour travailler. Pendant qu'on a des déficits, des gens diplômés pour faire ce métier-là sont laissés en rade parce que l'État n'a pas fait ce qu'il fallait de la même manière qu'on recrute tous les autres enseignants. Pour essayer de résorber un gap, on devait pouvoir faire une place quand même à ces enseignants-là d'éducation physique et sportive, ces professeurs qui sortent de ces établissements-là, qui sont diplômés et qui n'ont cherché qu'une chose, à aller enseigner, à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Mais l'État ne recrute pas suffisamment de ressources. Et dans beaucoup d'établissements, vous ne trouvez même pas de professeurs d'éducation physique. C'est les enseignants qui, en dehors de leurs créneaux horaires normaux, essaient d'organiser 1 heure ou 2 heures d'activité physique. Et ça ne participe pas à développer ce sport-là. Au-delà du sport scolaire, il y a aussi que dans les quartiers, aujourd'hui, on peut développer le sport de masse. Et pour ce faire, il faut peut-être réformer un peu, revoir la manière de fonctionner d'une structure que le Sénégal est le seul pays au monde à avoir, qui est un vivier, un grenier, qui peut produire énormément et encadrer énormément de jeunes parce qu'il existe même dans les coins les plus reculés dans les villages. C'est le Navétane Loncave. Il faut redessiner un canevas pour que ces structures-là reviennent à son organisation d'antan. Ça fait partie des 17 chantiers parce qu'il y a un link. Ministre. Les gamins que vous formez dans les établissements, c'est les élèves qui ont 5, 6 ans. Quand ils ont 12, 13, 14 ans, ils vont évoluer dans les équipes de cadettes de Navétane et autres et se retrouver dans le championnat populaire et puis se retrouver dans les équipes de basket, de football et autres, dans leur quartier. Et ensuite, aller dans l'élite. C'est une série de paliers. Mais ça doit pouvoir servir à quelque chose. Et ce ministre-là, il a peut-être la chance de se retrouver, je disais tout à l'heure, jeunesse et sport, ça fait bon ménage. Mais ASC, ça veut dire quoi? Association sportive et culturelle. Et la culture vient s'adjoindre. Justement, c'est l'occasion d'utiliser ces structures-là qui existent, de les remodeler pour qu'elles puissent jouer effectivement un rôle différent du rôle qui est leur sien aujourd'hui, pour développer le sport, développer la culture en même temps. Parce que c'est l'occasion, parce que le ministère est le même maintenant. Et donc, ça peut régler énormément de choses. Thierno, parmi les 17 chantiers, il y a la mise en place d'une mutuelle pour les sportifs de haut niveau pendant et après leur carrière. Ça aussi, c'est important. On a vu des sportifs de haut niveau qui ont eu des problèmes pour se soigner lorsqu'ils sont malades, alors qu'ils ont tout fait pour ce pays-là. Et parmi les 17 chantiers aussi, on parle de statut du sportif de haut niveau. Ça, je pense aussi que c'est important. Parce qu'en sport, tout le monde ne peut pas être au même pied. On a des amateurs, mais il faut qu'on ait aussi une élite que l'État prépare à aller chercher de grandes victoires pour le Sénégal à l'avenir. Effectivement. Par rapport à la mutuelle, je pense que c'est une urgence. Peut-être pas forcément pour... Parce que, vous savez, la gestion d'une carrière, elle est d'abord individuelle. Ce n'est pas la responsabilité du ministre de gérer la carrière d'un sportif. C'est d'abord une responsabilité individuelle. Maintenant, cette mutuelle va venir en appui. Parce que je pense que la lutte le fait. Aujourd'hui, on peut généraliser à tous les sportifs, mais qui évoluent d'abord au plan local. Parce que c'est eux qui ont souvent ce genre de problème-là. C'est eux qui ont des problèmes de moyens pour se soigner. C'est eux qui ont des problèmes à la fin de leur carrière. Voilà, n'ayant pas eu peut-être une autre formation ailleurs, se retrouvent dans des difficultés lorsque vous êtes malade et on voit ce qui arrive. On regarde tout le temps des appels à l'aide, des appels aux dons pour tel sportif qu'il y a, etc. etc. Et même par rapport au statut du sportif de haut niveau, quelque part c'est lié. Pour moi, ce n'est pas uniquement une question de mutuelle de santé, ou c'est un tout. Je donne un exemple très simple. On a vu des internationaux être retenus à l'aéroport. Ou des internationaux, je donne l'exemple de Farisei, qui a gagné des titres de champion d'Afrique en judo. Des tournois internationaux, qui a participé à plein, qui est aujourd'hui arbitre international, qui vient à l'aéroport, incognito, comme monsieur tout le monde. Fait la queue. Ont été retenus aussi, à la porte du stade. Exactement, à la porte du stade, à Marius Ndiaye. On a vu un vice-champion d'Afrique de basket retenu à la porte. Donc, leur donner un statut. Parce que pourquoi c'est important? Un sportif
surtout un international, c'est un ambassadeur. Aujourd'hui, qui est le meilleur ambassadeur du Sénégal? C'est Sadio Mané. Partout où vous allez dans le monde, vous dites Sénégal, le top of mind, c'est Sadio Mané. Alors, c'est la première question, c'est le premier mot qui sort. Donc, il est important que ces gens-là aient effectivement un statut qui leur permette de ne pas avoir des privilèges indus, mais pour tout ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, si un ambassadeur, si un diplomate est nommé ambassadeur, il garde un certain statut jusqu'à sa mort. Donc, le sportif international qui, de fait, devient ambassadeur peut justement, effectivement, avoir voilà, certains privilèges parce que, pour tout ce qu'il a fait pour le peuple sénégalais. Maintenant, pour ce qui est de la mutuelle, c'est important que les gens qui jouent, qui pratiquent le sport, s'en imprègnent et eux-mêmes fassent le premier pas. Pourquoi? Parce que si on leur dit, par exemple, que voilà, maintenant, il y a une mutuelle, s'il vous arrive quelque chose, allez là-bas, on va vous prendre en charge. Et que derrière, il n'y a pas, par exemple, de cotisation, ils ne vont pas s'en imprégner. Ils ne vont pas trouver l'intérêt d'aller chercher. Et il faut avoir les moyens de les sensibiliser, qu'ils comprennent que ce n'est pas quelque chose qui va leur servir aujourd'hui, mais peut-être demain, dans 2 ans, dans 3 ans, ou quand ils auront pris leur retraite, etc. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, même vous prenez la NBA, maintenant, on y réfléchit. Parce qu'on a vu des gens qui ont gagné des centaines de millions de dollars se retrouver avec rien du tout, des dizaines de millions de dollars, se retrouver avec absolument rien du tout. Et donc, les gens ont je donne un exemple que je connais très bien, c'est le cas de Allen Iverson, qui avait signé un contrat avec une marque, mais ne devait pas toucher l'argent avant d'avoir peut-être 10 ans après sa retraite. Tu vois, donc à un moment donné, en fin de carrière, il était dans une situation très compliquée à cause d'un divorce coûteux, de mauvais choix, etc. Mais c'est ce contrat-là qui est venu 10 ans après sa carrière qui lui a permis un peu de remonter la pente. Et ça, c'est des mécanismes qu'on peut utiliser. Parce que, comme on dit, quand on veut un texte, on veut faire quelque chose, il faut aller voir ce qui a été fait ailleurs, prendre ce qui est bon, l'adapter à notre situation pour évoluer. Donc, vraiment, il y a de très, très bons projets. Bon, moi, je vois 17 points. Certains points auraient pu être résumés en un seul ou deux ou trois qui auraient pu se retrouver dans un même truc. Mais c'est des points qui sont intéressants. Maintenant, nous, on ne demande qu'à voir. J'ai même vu la création de chaînes sportives. Je me demande si c'est... le sport, ce qui manque cruellement dans le paysage. Mais est-ce que c'est le rôle du ministère des Sports de créer une chaîne sportive? Peut-être que le ministère va faciliter. Si quelqu'un mais bon, ça reste quand même... Je pense que ça reste une prérogative du ministère de la Communication. Parce qu'il faut donner une licence d'exploitation. Après, maintenant... peut-être faciliter. Quand il y a, on va parler tout à l'heure des Jeux africains, le ministère dit, bon, il y a les Jeux africains, les chaînes sportives, vous êtes prioritaires pour les invitations, les accréditations. Ça peut marcher. Mais je vois difficilement le ministère des Sports créer une chaîne de télévision. Et dans ce ministère, il y a la jeunesse, les sports. Ça, c'est connu. Je pense que depuis 2000, c'est la première fois qu'on a les deux ensemble. Mais il y a maintenant la culture. Est-ce que ça ne sera pas un fardeau? Est-ce que ça peut être pesant pour le ministre des Sports, gérer la jeunesse, les sports et la culture? Si on lui avait laissé les trois à elle seule, ça aurait été véritablement un fardeau. Parce que c'est 2 énormes secteurs à gérer auxquels vous rajoutez la culture qui est tout un monde, autant que le sport, quasiment. Parce que le Sénégal, je pense, après le sport, c'est la culture le 2e plus grand employeur. Tout le monde est artiste dans ce pays-là, finalement. On en trouve à tous les coins de rue. Donc, heureusement qu'on a adjoint à Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture un secrétaire d'État qui s'occupe du secteur de la culture. Ça lui fera une charge de moins parce que dans le décret d'attribution des pouvoirs, on a vu que tout ce qui est lié à la culture, au patrimoine historique, en fait, quasiment, c'est un ministère. À l'intérieur de ce ministère-là, le secrétaire d'État gère un ministère. Je pense même qu'on aurait pu se passer d'un poste de secrétaire d'État et rester simplement sur sport. Et c'est pourquoi je disais au début, jeunesse et sport, et faire un ministère de la culture, parce que la culture mérite d'avoir son ministère. Les hommes de culture ont réclamé un département plein même après bon, peut-être qu'il y a cette volonté des nouvelles autorités de compresser un peu la taille du gouvernement et tout. Mais un secrétaire d'État qui s'occupe de ces questions-là, il aurait pu être un ministre plein, parce que je pense que la culture devrait avoir son ministère plein, surtout qu'il y a le patrimoine historique et qui se rattache dedans. Ça fait énormément de choses à faire. Donc je dis, fort heureusement qu'il y a ce secrétaire d'État qui va l'aider.
Mais le danger pour le nouveau ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture serait qu'elle soit happée ou aspirée par un des secteurs au détriment de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle a sous sa coupe la DRFJ qui s'occupe du financement des jeunes, l'Agence pour l'emploi des jeunes. Donc, jeunes et sport vont ensemble. Mais si elle se colle trop à un des secteurs, il se pourrait qu'un autre en pâtisse. Et ça pourrait être des germes d'échec, entre guillemets, dans la mise en œuvre de ce projet-là pour lequel le président et le Premier ministre lui ont fait confiance dans ce domaine. Parce que là, ça risque d'être un peu compliqué de vouloir s'occuper trop d'un des secteurs en laissant les autres. Il faudra trouver le juste milieu pour justement que tous les secteurs qui sont sous sa tutelle puissent se retrouver dans la manière de gérer avec les moyens nécessaires. Parce qu'il y aura forcément des arbitrages à faire pour pouvoir répartir les moyens qui seront mis à la disposition de ce ministère-là. On sait que la demande est très forte pour ce qui est de la jeunesse, surtout en termes d'emploi, de formation et d'encadrement. Certes, il y a un ministère de la formation professionnelle, mais une bonne partie de ces jeunes-là qui ne vont pas aller vers le ministère de la formation, leur formation découlera de ce que le ministère de la Jeunesse va faire en termes de propositions pour l'accès à l'emploi. Et à côté, il y aura toujours les sportifs qui sont de gros demandeurs de moyens et de ressources financières. Donc, c'est pourquoi je parlais de créer une agence. Ils ont mis un fonds. C'est une très bonne idée de créer un fonds de financement du sport. Mais je pense qu'il faut y aller tout de suite et maintenant. Ne pas attendre encore 10 ans comme ça a été le cas jusqu'ici. Dans un an maximum 2, il faudrait que ces structures-là soient mises en place pour autant bien encadrer les jeunes, autant aussi aider le sport à se développer. Sinon, le temps coule vite. Et là, on risque de se retrouver dans des situations inconfortables pour le ministre. Thierno, vous ne craignez pas une surcharge dans ce département avec la jeunesse, les sports et la culture? Pas de crainte? Bon, moi, en fait, je fais partie des gens qui pensent que c'est cohérent. Parce que lorsqu'on parle de sport, Arona l'a dit tout à l'heure, l'a brossé, lorsqu'on parle de sport, surtout de haut niveau ou de professionnalisme, on est en train de parler des jeunes. Parce que quand vous avez dépassé la quarantaine, vous n'êtes plus très jeune. Et on voit très peu de... Il n'y a pas de sport pour le 3e âge, à part le sport pour garder la forme et être en bonne santé. Donc, déjà, là, c'est lié. Ensuite, aujourd'hui, même la culture. Lorsqu'on parle de culture, aujourd'hui, au Sénégal, regardez un peu l'environnement. Qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les jeunes. Il y a une articulation entre ces 3 secteurs. Exactement. Donc, c'est la jeunesse, en fait, qui est le dénominateur commun. Même si, bon, ça ne s'arrête pas aux jeunes. La culture, oui. Jeunes, mais maintenant, de plus en plus, on parle de culture... c'est ça, de cultures urbaines. Il y a de nouvelles tendances. Aujourd'hui, les jeunes pratiquent tout ça, hein, la littérature, le cinéma, les séries, tout ça, ce sont des domaines où on retrouve énormément de jeunes. Après, ce n'est pas seulement une affaire de jeunes, on est d'accord là-dessus. Parce qu'il y a d'autres domaines de la culture qui intéressent tout le monde de toute façon. Bon, mais ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, le dénominateur commun, c'est la jeunesse. Donc, quasiment toutes les politiques de jeunes, vous allez forcément retrouver la formation professionnelle, vous allez trouver le développement des cultures urbaines, vous allez trouver le développement des activités sportives. Donc ça se recoupe. Maintenant, c'est extrêmement important ce que Arona a dit. Il faut éviter de se pencher sur un domaine au détriment d'un autre, de prioriser un domaine au détriment d'un autre. Parce que je pense qu'une politique bien cohérente, si elle réussit à gérer ces 3 départements-là, je pense que ce sera une grosse réussite. Parce qu'en fin de compte, les plus grosses attentes sur ce nouveau régime viennent de la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui est touchée par le chômage, d'une certaine manière par la pauvreté, voilà, par la non-employabilité. Toutes ces questions-là se retrouvent autour de la jeunesse. Donc je pense que 75% de la exactement. Elle a vraiment un super ministère. Après maintenant, si on regarde le rétroviseur, il y a 15, 20 ans, lorsqu'on confiait le département de la jeunesse et des sports
il n'avait pas la même importance qu'aujourd'hui. Ouais. Le sport en particulier n'avait pas la même importance qu'aujourd'hui. Parce que comme je l'ai dit en début de plateau, le sport était considéré comme du loisir. Donc on mettait sport et jeunesse, justement, une façon de divertir les jeunes. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes demandent à réussir en pratiquant le sport, ils demandent à devenir quelqu'un, simplement avec la pratique sportive. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans la culture. Parce que de plus en plus aujourd'hui, regardez le développement des séries au Sénégal. De plus en plus, il y a une grosse variété. Vous retrouvez 5, 10, 20, 30 séries sur une saison, sur une année civile. 30 nouvelles séries. Mais le ministre crée une chaîne de sport, alors que des chaînes de séries existent déjà. Existent déjà, effectivement. Mais ça, par contre, ce n'est pas le ministère de la Culture qui a créé. C'est des initiatives. C'est des initiatives. Et normalement, dans le sport aussi, ça devait être le cas. Effectivement. Et juste pour terminer, donc, dans ces secteurs-là aussi, on demande à être développé et que les gens aussi qui travaillent, parce qu'au Sénégal, l'art n'a pas souvent nourri son homme aussi. Donc, peut-être les musiciens, et encore là, c'est certains musiciens ont réussi. Ce qui est valable pour les sportifs. Et tout aussi valable pour la culture. Beaucoup d'hommes de culture. Exactement. Avant de passer au second thème, un dernier point à aborder. Lors de la passation de service, le ministre des Sports n'a pas parlé des JOJ, les Jeux Olympiques de la jeunesse, que le Sénégal doit organiser en octobre 2026. Est-ce à dire que ce n'est pas une priorité pour le nouveau régime et pour le nouveau ministre des Sports? Pour moi, ça devrait peut-être être plus un oubli ou ne pas trop s'engager sur un dossier qu'elle ne maîtrise pas qu'autre chose. Je ne pense pas que le gouvernement... Elle vient d'arriver, elle va peut-être prendre le temps de... Elle ne peut pas s'avancer sur un sujet dont elle n'a peut-être pas totalement la maîtrise, même si elle était au ministère des Sports. C'est le comité olympique qui pilote ce dossier-là. Tout le monde le sait depuis 2018. Le ministère des Sports, en réalité, ne gère pas le dossier JOJ. C'est le comité olympique et une structure qui a été créée au sein de l'État du Sénégal, qui a été créée pour s'occuper de ce... C'est vrai qu'il y a des agents du ministère ou des anciens du ministère, parce que Cécile Faye, qui est là-bas, est une ancienne du ministère des Sports. Il y a beaucoup d'agents du ministère. Ils travaillent en link avec le ministère des Sports, effectivement, dans la préparation de cet événement-là, parce que c'est le ministère qui incarne un peu la politique sportive de l'État, mais c'est un engagement international que le Sénégal a souscrit. Je ne vois pas les nouvelles autorités revenir maintenant avec toutes les avancées dans ce dossier-là et toutes les ressources financières déjà engagées dans ce projet-là. Dire non, on se retire, ce serait un désastre même pour l'image et le sport sénégalais. On en a besoin pour le développement de notre sport. Je ne vois pas le nouveau régime se retirer de ce dossier-là ou retirer dire que le Sénégal se retire pour l'organisation de ces JOJ-là. Je pense plutôt pour ce que j'ai dit, soit une volonté manifeste de ne pas s'avancer sur un dossier un peu glissant quand même, parce que personne ne maîtrise en réalité les tenants et les aboutissants, ou que Madame le ministre ne maîtrise pas totalement ce sujet-là, ou alors on oublie, parce qu'on est dans une passation, mais on ne peut pas parler de toutes les questions qui sont liées elle parle de jeunesse, elle parle de culture, elle parle de sport. À un moment donné, peut-être qu'elle a besoin de communiquer de manière un peu résumée pour ne pas aller plus loin que ça sur certains dossiers, et qu'elle aura l'occasion de revenir sur cette question-là. Peut-être qu'elle va rencontrer, le jour où elle va recevoir le comité olympique qui est la mère des fédérations, ce débat sur les JOJ là se posera, parce que certainement elle va rencontrer les différentes structures du monde du sport qui sont là, les fédérations, le comité olympique et d'autres structures qui gravitent autour des directions ou des services qui sont sous sa tutelle. Je pense que c'est plus ça qu'autre chose. Je ne vois pas l'idée de vouloir un peu minimiser, parce que c'est un engagement de l'État du Sénégal sur le plan international. Le processus est lancé. Vous voyez l'université Amadou Mahtar qui doit servir à la limite de village des Jeux-là. Mais on a accéléré à un moment donné les travaux, on a fait des choses, justement dans cet état d'esprit-là. Les infrastructures sportives qu'on a mises en place, certaines sont appelées à être utilisées pendant ces JO-là. Le stade Léopold Senghor qui est en train d'être réhabilité va être utilisé, le stade Abdoulaye Wade, même chose. Donc, il y a des infrastructures qui sont mises en place justement dans la perspective de ces JO-là. Et je ne vois pas l'utilité. Iba Mar Diop, Thierno en a parlé tout à l'heure, qui est fermé aujourd'hui, qui est en train d'être réhabilité
la perspective des JO, la piscine olympique qui va être remise totalement en état pour pouvoir abriter des compétitions de ces JO-là, je ne vois pas donc l'État du Sénégal reculer parce qu'il y a énormément d'argent. Le Sénégal a beaucoup à gagner en termes d'infrastructures et de rayonnement, sur le plan international. Et puis nos jeunes athlètes qui vont participer à ces Jeux-là, mais ils vont grandir par rapport aux prochains Jeux olympiques. Je ne parle pas des Jeux de 2028, peut-être aux Jeux de 2030. Plutôt 32. En 2032, ce sont ces jeunes-là de JOJ, de la génération JOJ 2026, qui seraient appelés à aller chercher des médailles pour le Sénégal. En tout cas, c'est un point qui n'est pas passé inaperçu. La presse en a parlé. Peut-être le contexte ne s'y prêtait pas, ou comme l'a dit Aruna, ça peut être un oubli ou un peu de la prudence pour un ministre qui vient d'arriver. Non, mais pas tout aborder lors de la passation de service. Je me dis en fait qu'elle a énuméré 17 points de sa politique sportive. Les chantiers. Des chantiers du sport, des ambitions du nouveau régime par rapport au sport. Mais en sachant que les JOJ, c'est vrai que c'est un engagement de l'État du Sénégal, mais c'est un événement. Oui. C'est un événement sportif, c'est pas un projet. C'est ça, un événement sportif qui va se dérouler à un instant T et après on passe à autre chose. Donc, effectivement, pour moi, il n'y avait pas urgence, même si on s'en est un peu inquiété, mais il n'y avait pas urgence d'en parler tout de suite. Parce que ce qu'elle a d'abord voulu faire, ce qu'elle a voulu, parce que aussi, vous savez, communiquer, c'est des étapes, c'est des points, c'est des choix. Effectivement, à ce moment-là, le choix était de décliner la politique sportive qui va être, en tout cas, qu'elle souhaite mettre en place, exécuter. Et ça, c'est dans du court, moyen et long terme. Donc, certainement, l'idée était de mettre ça dans la tête des Sénégalais en attendant justement, effectivement, de faire le point avec le comité d'organisation des JOJ. Mais oui, il reste que c'est, avant toute chose, c'est l'État du Sénégal qui s'est engagé. Et ça avance. Nous-mêmes, on en est témoins ici à Iba Mar Diop. Donc, je pense que c'est un événement sur lequel on ne reviendra pas. Parce qu'au-delà de l'organisation, en fait, il y a un travail qui est en train d'être fait par les fédérations qui sont concernées. Déjà, le report a été... C'était un report utile parce qu'à ce moment-là, le Sénégal n'était pas prêt. Mais même le contexte ne s'y prêtait pas parce que c'est surtout... pas l'excuse, je vais dire l'excuse entre guillemets, mais du Covid. Le Covid a fait que tout était au ralenti. Le Sénégal n'aurait jamais été prêt. Mais il y avait un travail qui avait déjà été entamé au niveau de certaines fédérations et certains athlètes qui avaient été détectés, qui étaient potentiellement de bons athlètes qui allaient participer, voire aller chercher une médaille, ont dû passer à la trappe à cause de l'âge. Oui. Donc ce travail-là, on ne peut pas aujourd'hui le jeter comme ça aux oubliettes parce que non, moi je pense que c'est surtout ça. Elle voulait d'abord présenter un peu sa politique sportive et ensuite, dans un autre moment, lorsqu'elle peut-être rencontrera le comité d'organisation ou fera un peu de terrain pour voir où est-ce qu'on en est en termes de préparation, là elle pourra dire ce qu'elle voit, ce qu'elle veut en tout cas de ces JOJ. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en espérant recevoir le ministre Khady Ndiaye sur nos prochains plateaux sportifs dans quelques petits instants. Le second thème du Club des Sports. Le second thème porte sur les Jeux africains qui se sont déroulés à Accra, au Ghana, au mois de mars. Le Sénégal qui revient avec 29 médailles, dont 4 en or, 7 argent, 18 bronze. Le Sénégal a été représenté dans 12 disciplines et le Sénégal est classé à la 12e place cette année. Donc un classement meilleur que celui de 2019. Le Sénégal était à la 22e place avec seulement 22 médailles, 1 en or, 7 en argent et 18 en bronze. Aruna Deme, est-ce que le bilan est positif au final pour le Sénégal à l'issue des 13e Jeux africains d'Accra? Bien, forcément, puisqu'on quand on passe une médaille d'or en 2019, 4 ans après on passe à 4, on a plus que triplé notre score. Et qu'on se retrouve avec 29 médailles alors qu'on était à 22, je pense quand même qu'il faut bien le dire, on a fait un bond en avant.
Mon seul regret, c'est qu'on s'est beaucoup bronzé à Accra. Plus que doré. J'aurais aimé qu'on soit un peu plus en or. Parce là, vous parlez de Thierno Dramé hein, qui était sur place. Voilà. Certaines disciplines auraient pu quand même faire mieux. Bon, c'est un bon Ghanéen. Au moins, il a amené une bonne moisson de médailles. Disons que le bilan est positif, hein, surtout pour certaines disciplines comme l'athlétisme qu'on a retrouvé un peu. Le judo qui ont souvent valu des satisfactions au Sénégal et qui cette année se sont un peu relancés. Je pense que c'est sur les sports collectifs où on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on espérait. Je donne l'exemple du football qui, je pense, aurait pu mieux faire. Autant chez les... malheureusement, on n'a pas été là. Le basket le aussi. football est monté sur le podium. Hein, oui, mais avec on attendait une médaille d'argent ou de l'or au moins. Moi, j'espérais vraiment une médaille d'or parce qu'on avait une équipe pour gagner une médaille d'or. Le syndrome du pays organisateur. On a manqué de chance. Ouais, le Ghana, pays hôte. Oui, mais au-delà de... Nous a joué un sale tour, comme l'a fait la Côte d'Ivoire. Mais parfois, on s'est laissé piéger tout seul. Hein, parce que quand vous regardez le match, vous vous rendez compte qu'il y avait de la place. Ouais. Voilà, on avait de la place pour passer. Et malheureusement, comme souvent pour le Sénégal, il y a des matchs qu'il ne faut pas rater, qu'on rate. Et bon, ça nous apprendra, peut-être qu'on va grandir un peu. Mais il y a des disciplines quand même qu'on a retrouvées et c'est une bonne satisfaction. Parce que sur le plan comptable, en termes de nombre de médailles, que ce soit le nombre global de médailles au tableau général ou le nombre de médailles d'or qu'on a eu, il y a un bond qui a été réalisé. Malgré toutes les péripéties. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de disciplines qui ont eu du mal. Le football, ils ont payé un peu le fait que la fédération et les instances étaient occupées plus par la CAN que pour s'occuper de leur préparation et de leur participation. D'autres disciplines ont été victimes de l'absence de moyens parce que tout l'argent mobilisé, justement, on a parlé tout à l'heure de une réduction des tailles des différentes délégations. On a participé à 12 disciplines sur 29. C'est assez révélateur. Il y a des disciplines où le Sénégal aurait pu aller chercher une médaille qui ne sont pas partis à Accra pour des problèmes de budget. Même certaines disciplines sont parties dans des conditions exécrables, pour ne pas dire inacceptables pour un pays qui a ne serait-ce qu'une once de respect pour ses sportifs. Certains, vous avez vu dans quelles conditions ils ont voyagé. Certains ont eu même des problèmes d'équipement. D'autres, malheureusement, n'ont même pas eu de préparation. Et tout ça, c'est des écueils qui vous empêchent peut-être de faire des médailles ou de déplacer suffisamment d'athlètes. Moi, je pense que dans certaines disciplines comme les arts martiaux, on aurait pu avoir des délégations beaucoup plus autofaites. Certains ont été laissés en rade. Ceux qu'on a laissés en rade, c'était des potentielles médailles. Même en athlétisme aussi. Voilà, parce que la délégation a été restreinte, il n'y avait pas assez de moyens financiers, tout simplement parce que le football, c'est taille encore, comme toujours, la part du lion, en bouffant tout le budget. Et les autres disciplines sont entre la CAN et les Jeux africains. Il n'y avait pas de moyen de sortir de l'argent. Et on s'est retrouvé dans une période où on était dans des jeux politiques avec la campagne électorale. Mais personne n'avait le temps de s'occuper du sport à ce moment-là. Et malheureusement, nos athlètes l'ont payé. Et là, Thierno Dramé, nous avions eu un aperçu de loin. Vous aviez eu la chance d'être sur place avec notre cadreur Alioune Ndiaye. Quel est le bilan que vous tirez sur la participation du Sénégal et sur l'organisation globalement de ces Jeux africains? Bon, sur la participation du Sénégal, je pense que le bilan est positif parce que d'abord, en termes de chiffres, hein, vous l'avez dit, le nombre de médailles qui a évolué et tout. Et puis, bon, je pense que quand même, le ministère c'est vrai que c'était très compliqué, mais il y a eu de gros efforts qui ont été faits. Parce que moi, je me souviens, dès le premier jour, le jour de la remise des drapeaux, lorsque nous sommes sortis de la salle, le ministère a procédé à la remise des équipements pour tous les athlètes. Donc, ils ont eu chacun un pack très complet. Donc, sur ce plan-là, déjà, ça a été réglé. Et ensuite, les primes ont été payées avant même le début de la compétition. Donc, enfin, je veux dire, le même jour, quoi. À ce moment-là, certains athlètes n'avaient pas encore commencé leur compétition. Bon, je pense que c'est le football et autres qui ont été... Ouais, je trouve que c'est motivant. Bon, après, certains se sont plaints un peu de la taille de la prime qui n'est pas aussi... Mais bon,
au moins ça a été quelque chose de fait. Parce que les téléspectateurs ont besoin de savoir. Je ne suis pas sûr que les... Bon, la prime qui a été payée, la prime de participation, c'est 500 000 par athlète. Donc après, est-ce qu'il y a eu d'autres primes pour les médaillés ou autres? Ça, par contre, je ne sais pas. Mais je pense qu'à ce moment-là, cette question-là a été réglée, de même que la question des équipements. Mais effectivement, certains entraîneurs se sont plaints du fait que la taille de leur délégation ayant été réduite, forcément, ça réduisait leurs chances de médailles. Par exemple, le cas des arts martiaux. Aujourd'hui, on a sur les 4 médailles d'or, les 3, c'est les arts martiaux. Le judo et 2 pour le taekwondo. Donc, s'il y avait eu plus de judokas ou plus de taekwondokistes, on aurait peut-être pu avoir d'autres médailles. Idem pour la lutte. Donc, c'est quasiment tous les sports qui, d'une certaine manière, ont été lésés par les choix faits par le ministère qui, malheureusement, on le dit, on le répète, le nerf de la guerre revient et reste toujours l'argent. Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Maintenant, en termes d'organisation, c'était une grosse catastrophe quand même. De loin, non, mais l'organisation, c'était vraiment pas ça. Par exemple, le volleyball, c'était vraiment pas ça. Après, on ne va pas manquer de respect au Ghana. Ils ont fait des efforts. Il y a de nouvelles infrastructures qui ont été construites. La piscine était neuve, la salle de lutte, la salle de badminton. La piste d'athlétisme a été réfectionnée. C'est le stade de l'université du Ghana. Le stade a été refait. Mais il y a plein de choses qui manquaient pour... Un détail très simple. Quand vous organisez une manifestation qui a un caractère international, vous vous attendez forcément à ce qu'il y ait des journalistes. Mais il n'y avait pas de centre de médias. Le seul centre de médias, le seul média center, comme on dit, se trouvait au stade de l'université. Et là-bas... Quand même, ça, c'est... Ouais, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, nous, il nous est arrivé de passer la journée dans un petit coin quelque part parce qu'on n'avait nulle part où aller. Ensuite, les déplacements, c'est très compliqué. C'est-à-dire que l'hôtel où nous étions logés, il fallait, pour aller... Par exemple, à Diamniadio, il faut quitter l'hôtel, aller à Yoff pour prendre une voiture. D'abord, vous demandez une voiture, la voiture vient vous chercher à l'hôtel, mais elle ne vous conduit pas directement au centre d'activité, à Diamniadio par exemple. Non, elle vous conduit, la voiture vous conduit au niveau du village qui se trouve à Yoff, je le dis comme ça par exemple. Et de là-bas, vous prenez une voiture qui va vous amener à Diamniadio. Et à la fin, vous reprenez une voiture qui vous amène à Yoff pour ensuite trouver une autre voiture qui va ramener. C'est très compliqué. Ouais. Et l'hôtel était un hôtel agréé parce que, vous savez, le comité d'organisation agrée quelques hôtels et donc on aurait pu avoir des navettes qui viendraient nous prendre l'hôtel, nous ramener et ensuite. Mais c'était extrêmement compliqué. Après, bon, il y a eu 4 jours. Ça, c'est pas la faute du Ghana où Internet a été coupé à cause d'une panne au niveau du câble sous-marin. Ce qui, effectivement, nous a empêché de travailler. Parce que je me souviens, le premier jour, le judo débutait ses compétitions qui devaient être streamées. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire puisqu'il n'y avait pas d'Internet. Donc, nous, tout ce qu'on a pu faire, le combat de Manick Ndiaye, on l'avait. Le combat de Dominique, Monica Sagna. C'est des combats qu'on avait. Malheureusement, on n'a pas pu les diffuser parce qu'il n'y avait pas Internet après le montage. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes sur le plan organisationnel. D'ailleurs, un responsable de la Fédération de football m'a dit, parce que les prochains Jeux africains vont se jouer en Égypte, un responsable du comité d'organisation des JO en Égypte a dit, même un tournoi de quartier n'est pas organisé comme ça. Ça vous donne une idée un peu des problèmes qu'il y a eu. Mais bon, après, sur le terrain, quand même, on a assisté à du spectacle, il y a eu du talent. L'Égypte a montré sa domination quasiment dans toutes les disciplines, à l'exception peut-être des sports collectifs, en tout cas du football. Mais en ce qui concerne la natation, les arts martiaux, je pense que l'Afrique noire, en général, est très loin derrière les pays du Maghreb et l'Égypte aussi. Parce que le trio, c'est l'Égypte, l'Afrique du Sud, je crois. L'Afrique du Sud a eu ça. C'est plus la natation. C'est vraiment des sports qui demandent certains moyens et certaines infrastructures. Aussi qui a fait de bons résultats. Aruna Deme, dans ces Jeux africains, Thierno en a parlé tout à l'heure, sur nos 4 médailles d'or, les 3 ont été obtenues par les arts martiaux. Sur les 29 aussi, les 20 ont été obtenus par les arts martiaux. Cela montre que ces disciplines-là ont un réel potentiel
malgré les moyens, malgré les faibles moyens, à chaque fois, les arts martiaux arrivent à briller. Bien, je pense que le Sénégal, dans ces jeux-là, a retrouvé sa place au niveau de ces arts martiaux-là. Le taekwondo, par exemple, a eu 8 médailles. Par le passé, karaté, judo, bon, c'était des disciplines qui raflaient toutes les médailles en Afrique. À un moment donné, au début des années, ou à la fin des années 2000, début années 2010, il y a quand même eu une sorte de dégonflement de la bulle parce que le travail qui se faisait peut-être n'a pas été fait comme il fallait, ou parce que les conflits au niveau des fédérations, que ce soit au judo ou au karaté, ont un moment déteint sur les performances des sportifs, des tireurs. Et là, on voit que ça repart. À un moment donné, on avait que Manick, Manick Ndiaye au judo. Là, si on arrive à faire autant de médailles dans les arts martiaux, c'est parce qu'il y a le travail qui a été fait à la base qui continue et qu'on a mis les moyens. Et Thierno l'a dit, si on avait amené une délégation avec tout ce que... Par exemple, vous prenez le judo. Si on l'avait donné le nombre de places qu'ils demandaient, je suis convaincu qu'ils auraient eu 2 ou 3 médailles d'or de plus et peut-être 5 ou 6 médailles de plus pour la délégation du Sénégal. Parce qu'il y a des gens qu'on a laissés ici qui sont, comme je l'ai dit, de potentiels médailles. Le taekwondo, le Sénégal, depuis l'ère des balles Dieye, Binta Diédhiou, ces 15-20 dernières années, le Sénégal a toujours performé dans le taekwondo. Mais la délégation a été réduite aussi à ce niveau-là. Ils auraient pu avoir, il y a de jeunes espoirs qui sont là, qui peuvent même aller chercher des médailles au niveau olympique. Si la Côte d'Ivoire a une médaille olympique, le Niger a pu en avoir. Je pense que le Sénégal est capable, dans ces disciplines-là, que ce soit le judo, mais surtout le taekwondo, d'aller chercher une médaille olympique. C'est d'ailleurs l'objectif de nos 2 qualifiés, Bokar Diop. Parce que c'est des sports très techniques. Si vous êtes meilleur que votre adversaire, vous n'avez aucune chance de perdre. Moi, j'ai fait des arts martiaux, je sais que c'est des disciplines où, si vous êtes bon, il n'y a pas de chance que votre adversaire puisse prendre le dessus sur vous. C'est ce que le doyen Tanda Si vous êtes bien préparé, il n'y a pas de chance que vous perdez encore. Mais c'est ça, si vous êtes bien préparé, il n'y a aucune chance que votre adversaire puisse prendre le dessus. Maintenant, pour pouvoir performer à un niveau mondial, un niveau olympique, il faut aller se frotter au meilleur. Et c'est là où le Sénégal souffre. Un Manick pour faire une médaille ou aller faire une bonne performance au championnat du monde, il a besoin d'aller faire le tournoi de Tokyo, le tournoi de Paris, le circuit international. Et ça, c'est des moyens. Pour le taekwondo, c'est la même chose. Si vous n'allez pas affronter ce que vous allez rencontrer aux Jeux africains, aux Jeux olympiques, vous les affrontez dans le circuit international, dans les grands tournois, il n'y a aucune chance que vous puissiez les battre une fois que vous vous retrouvez face à eux sur le tapis, en phase de groupe ou en combat de quart de finale ou de 8e de finale au championnat du monde, aux Jeux olympiques, c'est pas possible. Parce qu'il faut apprendre à côtoyer ces meilleurs-là, à prendre leurs coups, à leur donner des coups, à comprendre comment ils combattent, comment ils se positionnent et tout, pour pouvoir demain prendre le dessus sur ces gens-là. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on doit mettre en place une politique, une véritable politique sur le sport de haut niveau, le sport d'élite, et encadrer ces potentielles médailles-là, mettre les moyens nécessaires. Parce que, je suis désolé, je le dis souvent, on attend toujours dans ce pays-là à être 2 ou 3 mois avant les Jeux olympiques. On a parlé tout à l'heure au début de ces athlètes qui attendent qu'on leur remette les moyens. Les Jeux de Paris, c'est quoi? C'est dans 2 mois ou 1 mois? Dans 3 mois. Non, si je dis 1 mois, parce que le temps qu'on mette le budget et que vous puissiez vous préparer, vous avez tout le mois de mai, juin pour aller aux Jeux de Paris, c'est trop tard. Parce que celui que vous allez croiser sur le tapis ou dans le bassin ou sur la piste d'athlétisme, ça fait 5 ou 6 ans qu'il se prépare. Et ça se verra immédiatement dès que vous serez en face de lui. Ça, c'est sûr et certain. On va terminer avec vous, Elhadji Thierno Dramé. Le Sénégal termine à la 12e place sur 45 pays qui ont pris part à ces Jeux africains. Ça montre encore une fois que le Sénégal est un pays de sportifs. Il y a une certaine diversité aussi dans notre délégation. Donc on a eu des médailles en taekwondo, karaté, judo, football, tennis de table. La première médaille, c'était le tennis de table. Le Sénégalais est un sportif. Absolument, le Sénégalais est un sportif, le Sénégal aime le sport. Il y a 2 jours à Galaxy, dans Galaxy Sport, on en parlait. Le morphotype sénégalais permet de pratiquer quasiment tous les sports. Tous les sports, que ce soit des sports qui demandent une certaine technicité ou des aptitudes physiques, on a tout ce qu'il faut.
on a tout ce qu'il faut. Maintenant, ce qui manque, c'est une vraie politique pour aller chercher, aller mettre en place les infrastructures qui vont permettre d'aller chercher le talent où qu'il se trouve et de le développer. Parce qu'avoir du talent, c'est une chose. Mais le talent, maintenant, il faut le développer. Il faut le travailler pour justement qu'il produise quelque chose. Et ça, c'est seulement ce qui nous manque. Mais d'ailleurs, on en discutait à Accra. Vous allez regardez en athlétisme la course de fond. Qui sont les meilleurs? Les Kenyans, les Éthiopiens. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans des zones où c'est des zones montagneuses. Mais si on va prendre à Matam ou à Kédougou, on va prendre des jeunes qui vivent dans ces conditions-là, surtout à Kédougou, ils peuvent être de bons athlètes. Cheikh Tidiane Diouf, qui est dans le 400 mètres, à la base, c'est pas ça qui l'intéressait. Courir, je pense, on m'a dit qu'il voulait faire du basket ou je sais pas quoi. C'est quelqu'un qui l'a vu comme ça marcher et lui a dit, jeune homme, toi, on peut faire quelque chose avec toi. Et c'est comme ça qu'il est devenu athlète. Et aujourd'hui, c'est un prétendant pour aller, ne serait-ce que participer au JO. Il peut se qualifier. Aujourd'hui, il peut se qualifier. Il peut se qualifier. Exactement. Il se prépare pour ça. Il n'y a pas que lui. Hein. Il y a d'autres encore en saut en hauteur, en saut en longueur, triple saut, etc. Donc vraiment, nous, on a la matière première. On a la matière première. Après, maintenant, il faut essayer de développer cette matière première-là, la transformer. Et aujourd'hui, le sport est tel que on n'a pas besoin de voyager pour être bon. Je pense avec de très bonnes infrastructures, on peut ici même, parce que le taekwondo, et c'est ça qu'il faut saluer, le taekwondo a réussi à décrocher des médailles, à qualifier un jeune garçon qui n'est pas allé s'entraîner en France ou ailleurs. C'est un garçon qui est resté ici au Sénégal, qui a été formé par les encadreurs sénégalais. C'est une première. C'est une première. Aliou Diavol, qui était l'entraîneur. Les deux entraîneurs sont sénégalais, les deux qualifiés, Keita et Bokar Diop, se sont tous entraînés ici. Donc ça veut dire que si on met les moyens, si on leur donne les moyens de leur politique, en tout cas si on a la politique des moyens, on aura forcément les moyens de notre politique, on va pouvoir le faire. Maintenant, après, voilà, comme je dis, les déclarations d'intention, on en a souvent entendu. Après, là, maintenant, c'est la politique des actes, quoi. Il faut travailler, il faut du concret pour qu'on puisse réussir. C'est la chute du club de sport. Merci à vous, El Hadji Thierno Dramé. Merci à Harouna Dème. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Oumar Ndiaye était à la réalisation. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Passez une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale.